Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous suivre aux antennes de Géopolis Télévision. Bonsoir à tous. Voici tout de suite les titres de cette grande édition. La délégation de la Senco ECC s'est entretenue ce lundi 10 mars à Luanda avec le président angolais João Lourenço sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le président en exercice de l'Union africaine a salué l'initiative du pacte social pour la paix en RDC et dans la sous-région. Et puis, au cours d'un forum organisé ce lundi 10 mars par l'ONG Journalistes en collaboration avec l'UNPC, les journalistes ont été appelés à s'engager davantage pour une couverture médiatique qui favorise la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Enfin, à l'international, après sa décision interdisant l'attribution des nouveaux permis miniers, le Mali annonce la levée partielle de cette mesure à partir du 15 mars 2025. Ouvrons ce journal avec cette information en brève. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo poursuit les consultations sur la crise sécuritaire en RDC. Ce 10 mars, elle a été reçue à Luanda par le président angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. Lors de cette rencontre, le président Lourenço a salué l'initiative du pacte social pour la paix en RDC et dans la sous-région, promettant son soutien et exprimant le souhait de voir cette démarche conduire à un front commun moral et scientifique des forces vives, intellectuelles, spirituelles et politiques. Et les journalistes ont été sensibilisés sur leur rôle face à la guerre d'agression dont la RDC est victime. L'ONG Journalistes en danger, en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo et le gouvernement congolais, ont organisé un forum ce lundi en vue d'appeler les professionnels des médias à s'engager davantage pour une couverture médiatique qui favorise la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Forum riche par la diversité des thématiques, mais également par la diversité des intervenants. Après les discours inauguraux du secrétaire général de l'ONG GELT, du président de l'Union nationale de la presse du Congo et du ministre de la communication Patrick Muyaya, les débats ont été orientés vers des questions de fond afin de permettre aux professionnels de médias de s'équiper intellectuellement sur la question de la guerre dans le Kivu, mais aussi sur les problématiques et enjeux de la démocratie, de la bonne gouvernance et de la cohésion nationale. Ce panel de discussion animé par les professeurs Isidore Ndaiwel et le colonel à la retraite Chris Yamba, ancien négociateur des différentes crises congolaises et cadre au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, a particulièrement exploré la crise dans la région de Grand Lac, scrutant la genèse de ces conflits. Pour les organisateurs du forum, l'objectif est de mieux informer les journalistes afin qu'ils puissent devenir de véritables courroies de transmission. Pour les organisateurs du forum, l'objectif est de mieux informer les journalistes afin qu'ils puissent devenir des véritables courroies de transmission capables de sensibiliser leurs concitoyens et de déconstruire les désinformations ennemies. Ainsi, le journaliste qui est un citoyen avant d'être un professionnel de médias pourra s'engager efficacement pour la paix et la cohésion sociale. D'autres thématiques ont abordé les subtilités de la communication en période de guerre, le forum qui intervient à un moment où la situation est particulièrement critique au nord et au sud Kivu a également été une occasion d'échanger témoignages à l'appui sur la situation des confrères dans les zones occupées où plusieurs d'entre eux sont contraints à la clandestinité. Pour clôturer ces assises, le professionnel de médias ont remis au gouvernement un document de plaidoyer sur la situation des médias.
La psychose règne dans les hôpitaux de la province du Nord Kivu après l'enlèvement de plus de 120 blessés. C'est l'une des informations à retenir de la réunion hebdomadaire du ministère de la Santé au cours de laquelle la question du Mpox a également été évoquée. Rachel Misenga. 5 ans, un jeune de 25 ans ayant des antécédents d'anémie falciforme a perdu la vie près de 72 heures après avoir reçu sa première dose des vaccins dans la zone de santé de Bumbu. À ce stade de l'enquête, il est difficile d'établir un lien direct entre le vaccin et les manifestations d'une crise drépanocytaire, nécessitant ainsi une analyse plus approfondie. C'est l'un des points communiqués lors de la réunion stratégique hebdomadaire du ministère de la Santé ce lundi. En dépit de cet incident, la vaccination dans la ville de Kinshasa s'est poursuivie comme initialement prévu. Au-delà du 10e jour, on a eu à déjà vacciner plus de 400 personnes. Et quand on essaie de voir avec la première dose, c'est plus de 500 000 personnes qui ont été vaccinées en campagne de masse. Et nous sommes en attente d'autres doses de vaccins pour continuer parce que nous n'avons pas encore atteint la cible ici à Kinshasa et même dans les 11 autres provinces où nous devons étendre cette vaccination d'ici le 15 mars. La communication sur le POX devrait être renforcée pour une meilleure sensibilisation. Il est recommandé, il a été recommandé que la communication, la sensibilisation de masse puisse être relancée à travers les médias, donc les radios et télévisions. En ce qui concerne l'afflux des blessés, les données révèlent 5 588 blessés et 1570 décès. Les enlèvements des malades, plus de 28 malades ont été encore enlevés dans les hôpitaux au niveau de Goma, prétextant que par les forces négatives, disant qu'ils sont confondus avec les militaires. Donc, et certains sont avec des destinations inconnues. Donc, et cela crée la psychose. Il y a la psychose chez les malades et même chez les accompagnants, de telle sorte que certains sont en train même d'évacuer. Au total, 46 blessés, 76 accompagnants, soit un total de 116 personnes, ont été enlevés de l'hôpital de Ndosho et 38 blessés à celui de Eal Africa. Seuls 20 civils ont été libérés, créant ainsi une psychose parmi les malades des hôpitaux de Kweshoro, du CBCA, Virunga et de l'hôpital provincial. Enfin, 6 centres de traitement pour le POX ont été vandalisés. Le mois de mars étant riche en activités consacrées à la femme, en prélude de la Journée internationale des droits des femmes, Kinshasa a été le théâtre d'une marche pacifique organisée par le Parti des bâtisseurs du Congo, dirigé par le professeur Jacques Njoli et Segekeli. En dépit de la pluie, des centaines de militants se sont rassemblés et ont marché sur le boulevard du 30 juin pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la RDC et revendiquer la souveraineté nationale. Dit 8 mars dernier, Kinshasa a été le théâtre d'une marche pacifique organisée par le parti politique Les Bâtisseurs du Congo du professeur Jacques Njoli et Segekeli, rassemblant des membres sur le boulevard du 30 juin pour dénoncer l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Sous une pluie battante, des militants venus de 6 fédérations de la capitale ont exprimé leur désir ardent de faire entendre leurs revendications, illustrant ainsi une volonté collective de lutter contre des décennies de conflits et d'instabilité. Cette date, coïncidant avec la Journée internationale des droits des femmes, a renforcé l'importance de la paix et de la sécurité. Les manifestants, en chantant des hymnes patriotiques et en rebondissant des pancartes, ont voulu rappeler que la souveraineté nationale est un droit fondamental à défendre, surtout dans un contexte où les femmes sont souvent les premières victimes des conflits armés. Nous déplorons cette date. Nous sommes contre. C'est pourquoi nous avons marché pour que le Rwanda et le M23 quittent nos territoires et qui cessent de tuer nos frères et sœurs à l'est du Congo. Aux femmes qui sont à Goma, nous leur soutenons. Nous sommes de cœur avec elles, malgré qu'il y a la violence là-bas, nous sommes de cœur avec
La présence du leader du bâtisseur du Congo, le professeur Jacques Joly, a apporté une dimension supplémentaire à cette mobilisation, soulignant la solidarité envers le président Félix-Antoine Tshisekedi et les forces armées de la RDC. Sous le commandement du président Félix-Antoine Tshisekedi, que nous allons libérer le Congo. Goma, Bukavu, Bunagana, Kanyabayonga, partout, nous allons les libérer. Degré ou de force, le parti ou la partie orientale de notre pays ne partira pas. On n'acceptera pas ça parce que nous avons prêté serment de défendre l'intégrité de ces territoires hérités de nos ancêtres. À nos frères d'armes, les FARDC et au Wazalendo, et nous sommes ensemble. Nous disons au peuple congolais que c'est uni que nous allons libérer notre pays. Ces mots, chargés d'émotion et de détermination, ont mis en avant l'importance de l'unité nationale face aux défis actuels. Dans un climat où la paix semble parfois précaire, cette marche représente un appel à la mobilisation générale pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Et puis la journée internationale dédiée aux droits de la femme a été célébrée à Kasséni. Nous sommes en territoire d'Irumu, une célébration possible grâce aux efforts de paix consentis par l'administration militaire. Les femmes de Kasséni ont témoigné leur solidarité avec leur père qui se trouve injustement sous la rébellion terroriste du M23. Un reportage de Esther Fouamba et Ruth Mango rendu par Blaise Kouzola. La journée internationale dédiée aux droits des femmes a été célébrée à Kanyesi, en territoire d'Irumu. Nous demandons à toutes les femmes de se mobiliser, de connaître leurs droits et de l'appliquer pour le développement de notre pays et pour chercher la paix. Les femmes de cette contrée refusent toute festivité tant que Goma et Bukavu demeureront sous occupation rebelle. Officiant à cette réunion de prière, l'abbé curé de cette paroisse a martelé sur l'unité au sein de la population afin de bloquer la route aux malfaiteurs. Ne soyez pas en joie lorsque l'autre est en train de pleurer. Un vrai ami doit partager la douleur de l'autre. L'unité doit nous caractériser. Profitant de cette occasion, le chef du secteur de Bahema Sud a jeté de fleurs au chef de l'État et au gouverneur de province pour la sécurité offerte à sa population. Je rends un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour assurer une sécurité totale. Nous tenons à remercier d'une vive voix le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Kachama, qui ne dort pas. Rappelons que la célébration du 8 mars 2025 s'est déroulée sous une ambiance de la bonne enfance, dans un climat de paix et de cohésion sociale sur toute l'étendue de l'Ituri. En ce mois de la femme, une nouvelle étude de l'OMS fait surface dans laquelle les hémorragies et la prééclampsie sont les principales causes de mortalité maternelle pendant ou après l'accouchement, avec un taux de 27% dans le monde et au moins un décès toutes les 2 minutes. Quelles sont les recommandations formulées pour remédier à cette situation? Maryse Bolelli nous en dit plus dans ce commentaire. Selon un nouveau rapport publié le 10 mars 2025 par l'Organisation mondiale de la santé sur les principales causes des décès maternels dans le monde, 2 anomalies sont citées dont l'hémorragie qui est le saignement grave et abondant, mais aussi les troubles hypertensifs appelés également prééclampsie sont les principales causes de décès maternels. L'OMS estime qu'environ 50 et 80 000 personnes ont perdu la vie l'année dernière dans le monde. En République démocratique du Congo, le chiffre exact de la mortalité maternelle ne sont pas encore connus. Une autre cause de mortalité après l'accouchement chez de nombreuses femmes, c'est le non-accès à des traitements vitaux et à des soins efficaces après la grossesse et l'accouchement. Les maladies infectieuses et chroniques comme le VIH-Sida, le paludisme, l'anémie et le diabète sont également à l'origine de près d'un quart
qui équivaut à 23% de la mortalité liée à la grossesse et à l'accouchement. En 2024, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont lancé une feuille de route mondiale pour lutter contre l'hémorragie du postpartum qui définit le principal priorité pour s'attaquer à cette cause majeure de mortalité maternelle. Selon l'OMS, des recommandations à observer pendant la grossesse pour réduire les risques des complications et la mortalité maternelle sont multiples, entre autres la non-consommation du tabac et de l'alcool, faire tous les examens ou les consultations prénatales, CPN en sigle, demander de l'aide en cas d'inquiétude et rester physiquement active. La consultation médicale postnatale est à effectuer dans les 6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement, qui peut être réalisée par un médecin traitant, un gynécologue ou par une sage-femme. Toujours suivre à la lettre les conseils de son médecin. Changeons de chapitre pour parler à présent des infrastructures où en ville de Bunia, les grandes artères du quartier Kanyasi et Bankoko dans la commune de Bunia sont désormais asphaltées par l'entreprise Mont Gabaon, constat fait ce week-end par la presse militaire lors de la marche d'endurance physique effectuée par le lieutenant-général Luboya Nkashama, gouverneur militaire de l'Ituri. Blaise Kouzola. Cette œuvre grandiose arrache la joie de tout un peuple sur les rues et avenues où le gouverneur militaire passe les matins de ce samedi 8 mars en ville de Bunia. Ceci lui a valu du coup les encouragements pour le travail réalisé sur le volet sécuritaire IP, sans oublier les développements qui a sans doute modernisé le chef-lieu de cette province. Mon nom est Johnny Luboya Nkashama. Ici, nous faisons tous du taxi, même avec les vêtements de couleur blanche. La femme n'était blâme plus pour avoir sali tes vêtements. Que le gouverneur dure à ce poste. Que Dieu vous bénisse pour de telles initiatives. Partout, les routes sont asphaltées. Je viens de prendre du gravier et je suis à mon deuxième tour. En quelques minutes seulement, je qualifierai des sorciers ceux qui parlent mal de lui. Ils parlent, mais devant lui, il reste bouche bée. Signalons que pour ce week-end, le numéro 1 de l'Ituri avec son staff n'ont que parcouru les artères asphaltées des Kanyasi via la déviation des GRPI en montant vers le rond-point RVA à travers le rond-point Zahir au quartier Bankoko, et cela avant d'atteindre le gouvernorat des Saintes-Provinces. Mon général, détachement d'honneur de la police nationale congolaise, range pour vous accueillir et pour rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service à ce jour. Construction des routes rime avec la circulation routière à Kinshasa. Le gouvernement congolais, par l'entremise du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba, et de son homologue de l'Intérieur, Jacques Chabani, a récemment réinstaurer la circulation alternée à sens unique sur les avenues Ngouma et Tourisme à Kinshasa. Bien que cette mesure vise à améliorer la fluidité du trafic, elle entraîne déjà des difficultés pour de nombreux conducteurs. Dans la matinée de ce lundi 10 mars, les avenues Ngouma et Tourisme, qui font partie des principaux axes de circulation de la capitale, ont été le théâtre d'un nouvel essai de la circulation alternée à sens unique. Après une suspension de cette mesure le 25 janvier dernier, elle a été remise en vigueur dans l'espoir d'alléger le trafic routier dans ce coin de la capitale. Pour les autorités, l'objectif est de désengorger les routes régulièrement saturées en permettant un flux plus régulier de véhicules. Cependant, l'application de cette nouvelle réglementation a rapidement relevé des difficultés notables pour les chauffeurs. À l'aube de cette réinstauration, de nombreux usagers se retrouvent confrontés à des embouteillages inattendus et à des complications dans leur trajet quotidien. L'on observe que la fluidité tant espérée n'est pas au rendez-vous et des heures de pointe peuvent rapidement se transformer en calvaire pour les automobilistes. Il est à noter que les circulaires mettant en place la circulation alternée a pour intention d'adopter une solution durable à la problématique de la congestion routière à Kinshasa. Toutefois, il semblerait que les essais précédents n'aient pas permis d'identifier des solutions adéquates
face à la réalité de la circulation dans la ville. L'impact immédiat visible de ces matins démontre qu'une simple modification réglementaire ne suffit pas à résoudre des problèmes avec des causes complexes telles que le manque d'infrastructures adaptées et l'absence de sensibilisation adéquate de conducteurs. Cette situation met en exergue l'urgence pour le pouvoir public de baliser leur approche par des études plus approfondies, notamment concernant la compréhension des habitudes de conduite de Congolais. Une analyse approfondie pourrait probablement amener des solutions novatrices impliquant à la fois des aménagements routiers pertinents et des interventions éducatives pour une meilleure discipline au volant. En définitive, bien que la nouvelle mesure témoigne d'une volonté de changement, le chemin vers une circulation optimisée à Kinshasa est semé d'embûches et appelle à des réflexions plus substantielles. Parlons sport à présent. L'équipe nationale féminine U17 de la République démocratique du Congo a été battue par les Amazones du Bénin sur le score de 2-0 lors du match aller disputé au Togo. Avec cette défaite, les Congolaises devront impérativement remonter un retard de 2 buts lors du match retour prévu le 16 mars à Kinshasa. Blaise Kouzola. L'équipe nationale féminine de moins de 17 ans de la République démocratique du Congo s'est compliqué la tâche en s'inclinant sur le score de 0-2 ce dimanche 9 mars 2025 face au Bénin à Lomé au Togo. Ces matchs, comptant pour la phase allée du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U17, s'est déroulé sur la pelouse du stade de Kégué. Bien qu'évoluant hors de leur base, les Guépards dames U17 n'ont pas su convertir leurs occasions franches pour venir à bout des Léopards dames U17. Les Méninoises ont réussi à trouver la faille à 2 reprises en seconde période en s'imposant finalement sur le score de 2-0 alors que les deux équipes s'étaient quittées sur un nul vierge à la mi-temps. Donc pour moi, je ne vois pas une défaite mais une avance au Marocois. Les Léopards viennent d'être blessés mais ils ne sont pas encore morts. Donc la guerre continue. Je le dis avec beaucoup d'aisance. Je sais ce que je ferai. Vous aurez une autre équipe de Léopard U17 en RDC. Ça, je vous le dis et vous le verrez. Je sais de quoi je parle. Cette victoire donne au Bénin une avance importante, une belle option avant le match retour. De son côté, la RDC réalise une très mauvaise opération. Les Léopards dames U17 devront remonter 2 buts le 16 mars prochain lors du match retour à Kinshasa. Pas de poteau au stade des Martyrs à cause d'une grève des agents réclamant 9 mois de retard salarial. Par conséquent, tous les matchs du championnat national ont été déplacés au stade Tata Raphaël. Sur place, pas d'électricité. Conséquence, le match des Aigles confrontant l'AS Vita Club a été interrompu à la 52e minute. Blaise Kouzola a pour plus de détails. Le championnat national de football a été chamboulé par une grève des agents du stade des Martyrs, provoquant la délocalisation des matchs à la dernière minute. Aina Foot Ligue 1 a été perturbée samedi 8 mars dernier à cause d'une grève des agents du stade des Martyrs qui réclament plusieurs mois d'arriérés des salaires. Cette situation a obligé les organisateurs à délocaliser le match du groupe B entre New Jack et l'OC Renaissance au stade Tata Raphaël. La veille de cette rencontre, les agents en colère ont déterré les poteaux du stade des Martyrs ainsi que ceux du terrain annexe, rendant le déroulement des activités sportives impossible. Jusqu'à 1 heure avant le coup d'envoi, l'heure de jeu était toujours dépourvue des poteaux, forçant les organisateurs à trouver une solution de secours en toute urgence. Malgré ces imprévus, le match a finalement eu lieu au stade Tata Raphaël. Dimanche 9 mars, au stade Tata Raphaël, l'arbitre principal a pris la décision d'interrompre à la 52e minute le match de la 18e journée du championnat national entre V Club et les Aigles du Congo en raison d'un manque de lumière suffisant au stade. Constatant l'impossibilité de continuer dans de bonnes conditions, l'arbitre a envoyé les deux équipes au vestiaire et le match a été reporté. Cette situation met en mal le championnat congolais et dérange la population désireuse de participer à certaines rencontres de la Ligue 1 à quelques jours notamment du match entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. La gestion des stades ou infrastructures sportives en RDC, on en parle ce soir sur ce plateau avec notre intervenant Dieudonné Bonali. Bonsoir à vous. Bonsoir Damani Moujinga. Dieudonné Bonali, la gestion des infrastructures sportives pose problème selon vous?
Que faut-il faire pour éviter des pareils désagréments comme on l'a suivi dans cet élément de Blaise Kouzola aux amoureux du football? Merci pour la question, Dambani Mujinga. La question de la gestion des infrastructures sportives, anciennes comme nouvelles, même celles qu'on est en train de construire actuellement dans les districts de la Tchangou à Kinshasa, pose problème, posera encore problème parce qu'il y a des recommandations, des décisions qui ont été prises précédemment, il y a quelques mois, qui ne sont pas appliquées. Je vous rappelle une ligne de ces décisions. Nous sommes le 28 juillet 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de présider le Conseil des ministres. Dans sa communication, le président de la République va demander aux ministres concernés par les nouvelles infrastructures sportives construites dans le cadre du 9e G de la francophonie, de prendre toutes les dispositions pour la pérennisation de ces ouvrages répondant aux standards internationaux sur l'ensemble des sites sélectionnés, notamment l'Université de Kinshasa, le complexe Omnisport Stade des Martyrs, le complexe Stade Tata Raphaël, et surtout d'intégrer dans la réalisation des travaux la durabilité, c'est-à-dire des infrastructures qui vont rester servies longtemps après ces épreuves sportives. Mais malheureusement, les ministres concernés, il s'agit des ministres des infrastructures et travaux publics, de l'enseignement supérieur et universitaire et celui des sports et loisirs. Il leur avait été demandé de faire 3 choses. De prendre des solutions stratégiques et organisationnelles favorables à une meilleure gestion et utilisation de ces stades, infrastructures sportives. Deuxièmement, la mise en œuvre de stratégies opérationnelles et attractives pour valoriser ces sites. On peut les faire louer, mettre des panneaux publicitaires. Et troisièmement, mettre en place des politiques de sensibilisation des usagers éventuels, que nous sommes les supporters et les chrétiens qui y vont pour y prier, afin de veiller à une utilisation responsable et citoyenne de cet héritage des Jeux de la francophonie. Vous connaissez l'état dans lequel se trouve actuellement le stade des Martyrs, le stade Tata Raphaël et l'université de Kinshasa après l'organisation du 9e G de la francophonie. Ces infrastructures répondent aujourd'hui aux standards internationaux. Ce qui s'est passé dans ces reportages d'Amani Mujinga est inacceptable. Cela relève tout simplement de la destruction méchante, parce que le trésor public a dépensé beaucoup d'argent qui pouvait servir à la construction des routes, ou bien construire des nouvelles écoles, des nouveaux hôpitaux, mais on a canalisé cet argent pour la réhabilitation et la modernisation de ces infrastructures sportives. Mais malheureusement, les personnes qui sont chargées de gérer ces infrastructures en bon père de famille, nous ne parlons pas des gestionnaires, des différents comités de gestion, nous parlons du personnel affecté, les personnels techniques. Comme ils trouvent qu'ils ne sont pas payés, c'est leur droit de revendiquer leur salaire, mais aller arracher les poteaux et filets. Et demain, s'ils arrachaient les lampes, les chaises, on va les laisser continuer comme ça, détruire les infrastructures sportives. C'est pour cela, voilà, ça sera un manque à gagner, un éternel recommencement. On va encore dépenser de l'argent pour aller réhabiliter, moderniser ces mêmes infrastructures. Et pourtant, nous sommes toujours sous la coupe, sous des sanctions qui tombent comme la pluie de la FIFA, Fédération internationale de football, de la Confédération africaine de football, la CAF, si ces mêmes infrastructures ne répondent pas aux normes et aux standards internationaux. Nous pensons que ce soit les différents comités de gestion, même les personnels affectés à la gestion de ces infrastructures, doivent les gérer en bon père de famille. Nous pensons que les ministres qui nous suivent, les différents ministres sectoriels, vont prendre des mesures qui s'imposent pour sanctionner ces actes. Dieudonné Boinali, très rapidement, les infrastructures sportives sont aussi des sources génératrices de recettes. On a vu récemment, il y a eu des concerts qui ont été organisés, il y a eu des compétitions qui ont été organisées. Mais où va l'argent des locations et des enseignes publicitaires qu'on retrouve dans différents stades? Un complexe omnisport ne sert pas seulement aux activités sportives. Nous les disons et nous les répétons.
Actuellement, on est en train de construire l'ARENA. C'est pour les activités sportives et parasportives. Par les activités sportives, nous voyons les différents championnats qui s'y organisent. Ça peut être le championnat national de football, la Coupe du Congo, les matchs interclubs africains. Il ne faut pas oublier que le Stade des Martyrs, c'est les sièges, les cadres où l'équipe nationale, les Léopards de la République démocratique du Congo, reçoit tous ses adversaires. Enlever les poteaux, enlever les filets, édémer les chaises, la lumière. C'est un mauvais message que nous envoyons à la CAF, à la FIFA et aux organisations sérieuses qui organisent différentes disciplines sportives, différentes compétitions sportives sur le plan international et à la Fédération internationale d'athlétisme. Nous envoyons un mauvais message sur la gestion de nos stades. Ces stades ne servent pas seulement aux compétitions sportives, il y a aussi les activités parasportives. Il y a par exemple les cultes religieux, des veillées, des concerts, comme on l'a vu avec les concerts organisés par Madjabou, avec la star du gospel Mike Kalambay. On peut y organiser aussi des matchs loisirs. Les stades étaient aussi utilisés dans des cadres extra-sportifs. On y recourt aussi, par exemple, pour des prestations de serment. On peut y organiser aussi des meetings politiques pendant la campagne électorale. Mais quand vous détruisez cette infrastructure, les gens vont se mettre... On parle d'un paiement, mais justement la question que je posais, où va cet argent, puisque les différents agents réclament des arriérés de salaire? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est là où ils devaient faire des mémorandums, écrire des courriers et aux ministres compétents et faire même un préavis de grève et non décréter une grève comme ça. Vous commencez à détruire les infrastructures sportives. L'argent qui est payé ou bien les recettes générées par la location, l'utilisation des différentes infrastructures sportives, leur destination est connue. Il y a une partie de cet argent concernant un match de football qu'on donne aux producteurs de spectacles, qui sont les équipes, les joueurs. Il y a une partie qui est affectée à l'organisateur du spectacle. Ça peut être la Fédération congolaise de football association ou bien la Ligue nationale de football. Il y a une partie qu'on paye comme taxe à l'État qui entre dans le compte de la DGRAD parce que les infrastructures sportives appartiennent au gouvernement congolais. C'est le ministère des infrastructures sportives qui les fait construire sur financement du ministère des Finances. Après leur construction, les ministères les affectent auprès des utilisateurs. Et c'est pour cela que nous plaidons pour que ces infrastructures sportives soient placées sous gestion privée. Parce que la gestion publique a montré ses limites. Regardez par exemple en ce qui concerne la recommandation du chef de l'État consistant à leur demander de monter des stratégies, de mettre en place une politique pour qu'au-delà des recettes générées par les billets, les frais de location, qu'on puisse trouver d'autres moyens, sources génératrices de recettes qui va leur permettre d'éponger toutes les dettes, dont celui des salaires, et puis les stades seront bien gérés. Malheureusement, ce qui n'est pas fait, pourquoi on gère des politiques pour aller gérer nos stades et non des managers et technocrates. Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali pour cette brillante intervention. Faisons place à présent à la page internationale. Alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche augmente les incertitudes sur sa prorogation, le régime des préférences commerciales accordé depuis mai 2000 par les États-Unis aux pays d'Afrique subsaharienne a continué à profiter à un nombre limité de pays et des secteurs dont la région. Francine Keba.
Les exportations des pays d'Afrique subsaharienne vers les États-Unis sous le régime des préférences commerciales de AGOA ont atteint 8 milliards de dollars en 2024, enregistrant ainsi une baisse de 13% par rapport en 2023. Les programmes lancés en mai 2000 bénéficient essentiellement à une poignée de pays et un nombre très limité de secteurs d'activité économique dans la région. 5 pays ont concentré près de 65% des exportations africaines vers la première puissance économique mondiale durant l'année écoulée. L'Afrique du Sud, 3,76 milliards de dollars, le Kenya, 567 millions de dollars, Madagascar, 345 millions, la RDC, 287 millions et la Côte d'Ivoire, 178 millions. Les exportations de pétrole brut se sont élevées à 2 milliards de dollars en 2024, représentant ainsi 25% du total des exportations des pays éligibles au programme AGOA vers les États-Unis. Le Nigeria est resté le premier fournisseur de pétrole brut en Amérique en 2024, 1,6 milliard de dollars. Les exportations de produits non pétroliers se sont établies à 6 milliards de dollars. Les principales catégories des exportations non énergétiques sont les véhicules et les composants automobiles, 2,4 milliards de dollars, les textiles habillement, 1,2 milliard de dollars, les produits agricoles et alimentaires, 949 millions de dollars, les métaux de base, 711 millions de dollars et les produits chimiques, 251 millions de dollars. Aux États-Unis, les défenseurs du programme AGOA considèrent qu'ils encouragent l'investissement et la croissance économique en Afrique subsaharienne, ce qui générerait potentiellement une demande pour les biens et services américains à mesure que les économies de la région se développent, tout en contribuant à contrer l'influence de la Chine dans la région. Les pour-défendeurs du régime des préférences commerciales mettent cependant en avant la concurrence accrue à laquelle plusieurs producteurs américains sont confrontés, surtout à l'absence de réciprocité en matière d'accès au marché. Le Mali annonce la levée partielle de la suspension des permis miniers à partir du 15 mars 2025. En décembre 2022, le gouvernement avait interdit l'attribution des nouveaux permis afin de reformer le secteur et d'optimiser les retombées économiques pour le pays. Suivez. La levée partielle de la suspension des permis miniers à partir du 15 mars 2025. En août 2023, un nouveau code minier avait été adopté renforçant les règles pour favoriser l'économie locale. L'État peut désormais détenir jusqu'à 30% des projets miniers, dont 10% sans frais, et les entreprises maliennes doivent obligatoirement posséder au moins 5% des parts. Une nouvelle loi impose aussi de privilégier la main-d'œuvre et les fournisseurs locaux dans l'industrie minière. Avec cette levée partielle des suspensions de permis, l'administration malienne peut de nouveau examiner les demandes de renouvellement et des transferts des permis d'exploitation, ainsi que les passages de la phase de recherche à celle d'exploitation. En revanche, l'octroi de nouveaux permis et les transferts des permis de recherche restent suspendus. Cette décision intervient alors que le Mali peine à attirer des investissements miniers depuis plus d'une décennie, malgré son statut de grand producteur d'or africain. Par ailleurs, le gouvernement a récemment interdit l'exploitation minière artisanale par des entreprises étrangères après plusieurs incidents mortels. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Blaise Kouzola. Bonsoir. Le journal paru ce lundi revient essentiellement sur la convocation ce même lundi par l'auditorat militaire de certains cadres du PPRD, mais aussi sur l'implication de femmes dans l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Plusieurs cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cher à l'ancien président de la République Joseph Kabila, étaient invités ce lundi 10 mars 2025 à l'auditorat militaire de la Gombe, rapporte Africa News.
Une invitation adressée à Ferdinand Kambere, secrétaire adjoint du parti de Joseph Kabila, a fait le tour de réseaux sociaux après l'interpellation d'Aubin Minakou et de Ramazani Chadari, respectivement premier vice-président et secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, rapporte Le Potentiel. À peine investi, fait remarquer Mediacongo.net, le vice-président et les secrétaires permanents de l'ex-parti au pouvoir en RDC devront sans doute s'expliquer sur les accusations dont fait face le numéro 1 de leur parti, Joseph Kabila, en exil. L'ancien président de la République est accusé d'être derrière la milice Mobondo dans l'ex-province du Bandundu, mais aussi de soutenir la rébellion dans l'est du pays menée par Corneille Nangaa, rappelle les portails. Pour Congo Nouveau, avec cette convocation de cadre du PPRD, c'est un duel à distance qui se livre entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Comme on pouvait s'y attendre, la réaction du PPRD n'a pas tardé et indique Le Quotidien. Avant même de se présenter devant la justice militaire, deux voix se sont levées pour crier à la dictature et à la violation de la liberté d'expression qui s'est installée au pays depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, ajoutent les tabloïds. Et pour Forum des As, avec cette vague de convocations judiciaires qui frappe le plein fouet le PPRD, la tension politique atteint un nouveau seuil critique. Dans un autre registre, le média congolais revient sur la célébration de la Journée internationale de droits de femmes. La première ministre Judith Suminwa a alerté à l'occasion de la Journée internationale de droits de femmes sur la situation des femmes congolaises, premières victimes des conflits qui ravagent l'est du pays, une région où l'armée rwandaise appuie l'offensive de rebelles du M23 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, rapporte Mediacongo.net. La première ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à renforcer les politiques de protection et de soutien aux victimes, note le journal Le Quotidien. Lors de la 11e édition du Village de la Femme organisée au chapiteau Pullman Hotel à Kinshasa, explique Info 27, Judith Suminwa a lancé un appel fort aux femmes entrepreneurs congolaises, les incitant à faire preuve de résilience face aux agressions extérieures qui menacent la stabilité et l'intégrité du pays. La chef du gouvernement a salué le courage des femmes congolaises qui, malgré les violences et l'agression perpétrées dans l'est du pays par le Rwanda et ses alliés, ont continué de se battre pour bâtir leur avenir, ajoute Le Quotidien. Par ailleurs, écrit Congo Nouveau, la ministre du Genre et Enfants, Léonie Kandolo, a appelé à la solidarité avec les femmes de l'Est du pays qui, malgré leurs droits, restent encore le groupe humain le plus vulnérable, victime des guerres et des violences. De son côté, indique Le Potentiel, le coordonnateur du système des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis, a mis l'accent sur l'intensification de violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles, les abus et les déplacements forcés subis par les femmes dans la partie est du pays. Fin de cette revue de presse, merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que nous mettons un terme à ce journal. Place au rappel des titres. La délégation de la SENCO-ETC s'est entretenue ce lundi 10 mars à Luanda avec le président angolais Joao Lorenzo sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Le président en exercice de l'Union africaine a salué l'initiative du pacte social pour la paix en RDC et dans la sous-région. Et puis, au cours d'un forum organisé ce lundi 10 mars par l'ONG Journalistes en danger, en collaboration avec l'UNPC et le gouvernement congolais, les journalistes ont été appelés à s'engager davantage pour une couverture médiatique qui favorise la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Enfin, à l'international, après sa décision interdisant l'attribution des nouveaux permis miniers, le Mali annonce la levée partielle de cette mesure à partir du 15 mars 2025. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 23h et demain à 2h et 7h du matin. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.